Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ici rue de la Boétie pour faire un point presse sur le salon All for Pack Paris qui se tiendra au mois de novembre. À la fois ceux qui sont venus ici et puis ceux qui sont à distance et qui vont profiter des informations que nous avons à jour. De manière générale, nous allons vous faire une présentation et nous pensons qu'il est plus simple de poser les questions à la fin des grandes têtes de chapitre. Je serai accompagnée aujourd'hui de Fabrice Pelletier, que vous connaissez tous, qui est notre consultant expert, expert auprès de All for Pack Emballage Paris, et puis de Hélène Songhi, qui présentera les enquêtes que nous avons menées dans le cadre du salon et de notre session de cette année, qui est directeur marketing communication chez Comexposium, sur cet événement, entre autres. Je voulais en quelques mots vous dire que j'étais très heureuse d'avoir repris la direction de All for Pack Emballage Paris. C'est pour moi un vrai challenge. Je suis quelqu'un qui vient du monde plus de l'agroalimentaire, puisque j'ai longtemps travaillé sur le Cial, puis sur un salon qui s'appelle Gourmet Sélection, qui est à destination des produits fins, et le salon de l'emballage des produits laitiers, qui se tient pendant le salon de l'agriculture à Paris, qui est à destination des artisans fromagers. J'ai également une connaissance du monde de l'emballage sur un segment très particulier qui est le marché algérien, parce que je m'occupe du salon de Jazz Agro, qui est un salon annuel que nous montons, qui est un salon international, qui a la caractéristique d'accueillir 75% d'exposants internationaux et 25% d'exposants algériens, qui eux sont agroalimentaires, mais les autres sont uniquement des gens du secteur de la logistique et de l'emballage et du process. Voilà. En quelques mots, ce que je voulais dire de qui je suis. Voilà, je suis heureuse de parler de ce salon de l'emballage, avec à la fois un salon qui va essayer de présenter des solutions d'emballage durable et responsable, l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit le packaging, le process, le printing et l'intralogistique et la manutention. Et puis pour toutes les industries utilisatrices, c'est vrai que All for Pack Emballage Paris se positionne sur l'ensemble des industries utilisatrices de l'emballage, que ce soit celle de l'agroalimentaire, qui est effectivement le premier segment de l'utilisation de l'emballage, mais tous les autres secteurs que peuvent être la cosmétique, la papeterie, le luxe, et on verra et on détaillera un peu plus loin dans la présentation. Nous sommes face à un salon qui est à un marché en excessive mutation. On a tous dans notre esprit l'objectif 2030 et toutes ces problématiques pour améliorer nos solutions de l'emballage et les adapter à notre marché de demain, avec à la fois des problématiques réglementaires qui sont très nombreuses, qui sont, nous le voyons, réglées à la fois de manière européenne, mais aussi, on s'aperçoit que chacun des pays de l'Europe a ses propres réglementations. Et donc, c'est vrai que pouvoir rencontrer à Paris, dans un écosystème international, et partager les différentes évolutions que l'on a les uns et les autres pour parvenir à un écosystème européen qui apportera une solution à toute notre équation est une vraie force. Et donc, dans ce contexte de challenge, effectivement, les innovations sont continuelles. Alors, on est sur des marchés qui sont compliqués. Tout le monde ne peut pas se renouveler tous les ans, puisqu'en fait, on est sur des marchés d'investissement à long terme. Et on le verra que tout le travail des industriels et des utilisateurs, c'est de travailler la main dans la main pour arriver à des solutions qui encadrent le produit de demain de manière positive. Donc, comme je le disais, pour essayer de comprendre toute cette évolution continue du marché, on travaille depuis 2 ans et on s'appuie sur un comité d'experts. Ce comité, c'est surtout à la fois de vous partager de manière régulière, trimestrielle, toutes les informations que nous connaissons sur ce marché, et puis permettre effectivement d'aboutir à un rendez-vous qui sera important sur le site. Donc comme vous le voyez, les membres de ce comité sont à la fois issus du monde agroalimentaire, mais également du monde de la beauté, avec toutes des problématiques très très différentes. Et ce comité est piloté par notre ami Fabrice qui vous donne rendez-vous de manière régulière. Sur cette problématique effectivement de l'emballage,
en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de différences sur l'emballage. On s'aperçoit de toute la diversité des matières qui sont utilisées et de toutes les problématiques que pose chacune de ces matières. Et effectivement, on remercie tous les acteurs des professions de nous aider et de nous donner des lumières sur les problématiques de l'ensemble de leurs adhérents pour pouvoir les accompagner et puis aussi voir comment, entre les différentes matières, on a des problématiques communes et comment on peut les porter et les défendre. Et ça, c'est vrai que c'est un point important. Et ce soutien de l'ensemble des gens, que ce soit les gens du Comité national de l'emballage, du carton ondulé, de la filière bois, ou d'industriels qui sont plus utilisatrices, comme le GEPIA ou le CECIMEP, sont des choses excessivement fortes pour nous, qui nous accompagnent et qui nous permettent d'éclairer et d'essayer de trouver et de présenter des solutions par l'intermédiaire du salon qui se tiendra au mois de novembre. Parallèlement à ces partenaires, nous avons aussi des partenaires plus techniques, qui peuvent être l'IPDA, le World Packaging Organization, qui nous ont aussi aidés à mettre en place, et on le verra sur la présentation générale du salon, l'ensemble des évolutions. Donc, pour parler plus précisément du salon All4Pack, c'est un salon qui globalement accueille 1000 entreprises, marques, sociétés représentées. On s'aperçoit qu'on est dans un écosystème où effectivement la distribution de marques étrangères est aussi assez importante, d'où un spectre large qui est à la fois partagé entre, pour la majeure partie quand même, sur la présentation du processing et du packaging, et viennent bien entendu tous les secteurs afférents à ces deux grandes masses que sont le printing et la logistique et l'intralogistique. Sur la représentation, on a une représentation européenne forte, puisque les Italiens, les Allemands et les Espagnols sont nos gros partenaires européens présents sur le salon. Globalement, les exposants rencontrent une satisfaction sur All4Pack Emballage Paris, et 80% d'entre eux étaient satisfaits de l'édition 2022, qui, je vous rappelle, était une édition particulière, puisque nous sortions d'une grande zone de turbulence économique. Donc, comme on peut le voir, l'ensemble des surfaces aujourd'hui sont très réservées. Donc, on pense que l'écosystème de rencontres au mois de novembre sera fort à Villepinte. Et on est content de pouvoir présenter des solutions à l'ensemble de notre visitorat, dont on espère qu'il sera important. Donc, sur cette présence et sur cette manière dont on souhaite organiser notre salon, on a vraiment mis un focus important sur la circularité, en se disant que c'était important. Alors, c'est vrai qu'en France, on a assisté à un vrai dynamisme et une vraie aide des pouvoirs publics sur la création de beaucoup de PME. Donc, à la fois, la circularité, c'est un problème, la réduction, la circularité, la recyclabilité, le réemploi. C'est à la fois la question sur laquelle se jettent beaucoup de jeunes entrepreneurs, et c'est aussi un écosystème sur lequel les gens qui sont déjà très investis dans le secteur réfléchissent depuis plusieurs années. Mais donc, on a essayé de mettre un focus au sein du salon, où effectivement il y aura pas mal de jeunes entreprises. Et pour accompagner ces jeunes entreprises et pour leur permettre de parler, on organisera une légère agora sur laquelle à la fois ces jeunes entreprises pourront prendre la parole, mais aussi les entreprises beaucoup plus installées et qui expliqueront comment eux aussi ils traitent ces problématiques de la circularité. Au niveau de l'innovation, donc c'est vrai qu'on se dit qu'on est une plateforme. Il y a énormément de concours de l'innovation de par essence du secteur sur lequel nous sommes, que l'obsolescence des innovations, elle n'est pas aussi rapide que dans certains secteurs, puisqu'en fait, il faut après les mettre en place. Et donc, on s'est dit que c'était à la fois important d'avoir un concours mené par le salon, mais que c'était aussi très important de mettre sur cet espace l'ensemble des innovations qui peuvent être, des concours innovations qui peuvent être organisés par nos différents partenaires. Je vous rappelle que la plateforme est ouverte pour les exposants, surtout ceux qui nous écoutent en ligne, et que c'est quand même très très important de partager tous les efforts que vous faites pour que nous puissions être le tremplin et le relais de cette communication, et que l'ensemble des dossiers seront étudiés s'ils nous arrivent avant le 12 septembre. Et donc ça, c'est un point de vigilance. Comme
de manière globale, nous donner le maximum d'informations, puisque nous sommes avant tout des relais d'informations, que ce soit pour remplir les supports que peuvent être le catalogue, les enquêtes que l'on peut mener flash pour avoir du contenu sur des opérations dont on se dit que c'est important d'être votre relais et votre ambassadeur. Donc, comme je le disais, on essaye d'animer l'ensemble de cette communauté par des webinars que l'on conduit de manière régulière tous les trimestres. Mais le salon All4Pack Emballage Paris est également un endroit où il y a un énorme centre de conférences avec un programme très très riche. Donc vous verrez que les problématiques seront bien entendu le recyclage, le réemploi, la réduction, le législatif et le réglementaire. On aura la grande joie d'accueillir également les instituts d'emballage européens qui expliqueront comment eux, ils ont également aussi leurs problèmes de recyclabilité et comment ils traitent au niveau national leurs problématiques. Et puis bien entendu l'éco-conception, l'intelligence artificielle, la fonctionnalité, l'innovation et la supply chain. Donc ce programme il est très très riche, c'est un énorme centre de conférences auquel on vous invite à envoyer, si vous êtes très présent sur votre stand aussi, les exposants pour voir tout l'écosystème et la richesse que propose le salon. Donc, toutes ces animations sont articulées sur l'espace du salon avec, si je ne me trompe pas, voilà, pardon. Donc nous serons dans le hall 5A. Nous avons 5 secteurs, le process, le packaging, le printing et la logistique. Un centre de conférence qui est ici, le centre circularity qui est là et le centre innovation qui sera ici dans le hall, donc un hall excessivement bien irrigué avec un accueil presse qui se trouvera sur la cour du 5A. Le hall du 5A, Porte de Villepinte, est irrigué par 2 entrées, une entrée sur les parkings et une entrée sur l'esplanade. Donc l'accès de Villepinte se fait toujours par la ligne B, mais quand même nous bénéficions depuis quelques jours de la ligne 14, qui fonctionne très très bien pour les gens qui arriveront depuis Orly, ou même Gare de Lyon. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une grande innovation à Paris et qu'on peut dire que c'est... Merci les Jeux Olympiques quand même, je tenais à le souligner. Voilà, et qu'on vous donne rendez-vous de manière nombreuse sur cet écosystème. Je vais donner la parole à Hélène, parce qu'effectivement, on s'est dit que c'était aussi important d'interroger toute la communauté, et elle va vous présenter le retour des enquêtes. Bonjour à tous, je suis Hélène Tsungui, directrice marketing et communication, notamment du salon All4Pack. Je vais effectivement vous présenter 2 enquêtes que nous avons menées tout dernièrement. Je rentrerai dans les détails plus tard, pour avoir un état des lieux à date sur l'emballage en 2024. Donc, nous avons fait une étude avec OpinionWay sur l'emballage vu par les Français, donc côté consommateur, et une seconde enquête donc, en interne à partir de nos bases de données internes, donc les exposants et visiteurs All4Pack Emballage Paris, pour avoir le point de vue aussi de la communauté, donc ce qu'on appelle nous la communauté All4Pack. Donc, je commence par l'étude menée par OpinionWay. Donc, comme vous le voyez là, nous avons demandé donc à OpinionWay de réaliser cette étude en avril dernier sur un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Sachant que la première chose qui nous a frappé, c'est que donc 63% de ces personnes nous ont dit donc être attentifs à l'emballage du produit lors de leurs achats. Ce qui est notable aussi, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, sachant que les hommes, manifestement, sont plus attentifs que les femmes sur ce sujet-là. Nous leur avons également demandé, au-delà de l'emballage, sur quoi ils étaient attentifs. Et donc, ils nous ont dit à 70% qu'ils étaient attentifs à la praticité des emballages qu'ils achètent, 55% aux mentions environnementales,
qu'il y a donc bien sûr sur les emballages, à 47% à l'attractivité visuelle et à 43% au design donc de ces emballages. Ensuite, via une question, nous nous sommes rendus compte que les Français font le lien entre suremballage et protection de l'environnement. 87% d'entre eux donc, font ce lien et insistent sur la réduction de la quantité et le choix de matériaux plus respectueux de l'environnement, ainsi que la proposition d'emballages réutilisables qui sont donc bien remarqués dans les magasins, voire même finalement surreprésentés dans la tête de ces consommateurs qu'il y en a réellement sur le marché, ce qui est quand même intéressant à noter. Donc, pour continuer, donc les Français attribuent aux emballages un rôle important en matière de protection de l'environnement. Donc 85% d'entre eux nous disent soutenir l'idée que les pouvoirs publics devraient encourager les initiatives visant à améliorer les réglementations. Ils privilégient des produits aux emballages donc respectueux de l'environnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 93% qui expriment la volonté de choisir donc des produits aux emballages respectueux de l'environnement. Et pour 41% d'entre eux, lorsque le produit répond à leurs besoins indépendamment de la marque, 41% d'entre eux également nous disent que c'est le cas lorsque le coût reste compétitif par rapport aux alternatives non écologiques. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième enquête. Donc là, on était sur des résultats conso, donc de consommateurs. Je vais maintenant vous présenter les chiffres concernant donc l'enquête que nous avons fait en interne sur notre base de données. Donc, base de données d'industries utilisatrices, bien sûr, qui sont le cœur de cible de nos visiteurs, mais aussi producteurs d'emballage, donc nos visiteurs comme nos exposants. Et cette enquête a été menée en mai dernier, donc très récemment. Pour que vous ayez une idée du profil des personnes interrogées, donc, nous avons eu en retour donc, 35% d'industries utilisatrices qui nous ont fait donc, le retour sur cette enquête, 25% de fabricants d'emballage, 16% de distributeurs d'emballage, et de façon plus modeste, donc des professionnels plutôt des milieux, des secteurs conseil, bureaux d'études, et également 4% de personnes issues d'organisations professionnelles, de la presse et de tout ce qui est enseignement, formation. Donc que nous disent ces personnes, donc professionnelles, encore une fois, qui donc, travaillent dans le secteur des emballages, 80% de ces personnes estiment que l'emballage est crucial lors de la mise sur le marché d'un produit de grande consommation, forcément. Donc cette importance a augmenté au cours des 2 dernières années parce que nous avions posé la même question il y a 2 ans à notre base de données. Et on est maintenant à 83%. Donc il y a une vraie hausse à ce niveau-là. Donc pour se focuser sur les industries utilisatrices qui sont donc les metteurs en marché, ces industries utilisatrices formulent donc des attentes précises sur 3 préoccupations principales. À 68%, ces industries nous parlent donc d'emballages faciles à recycler, à 50% des emballages intégrant de la matière recyclée et à 45% des emballages allégés. Les innovations qu'attendent donc ces industries utilisatrices sont à 65% des alternatives au plastique, à 46% des innovations fonctionnelles présentant plus de praticité et à 38% des pratiques liées à l'anti-gaspillage, la lutte contre le gaspillage. Pour le plastique, le changement, c'est effectivement maintenant, enfin c'est depuis un moment d'ailleurs. Donc l'utilisation du plastique est amenée à diminuer dans les prochaines années, nous disent nos répondants, en tout cas 54% d'entre eux, face à la baisse de son utilisation par les consommateurs.
Donc, les matériaux de substitution qu'ils mettent en avant, ce sont les plastiques recyclés ou biosourcés, pour 60% des professionnels interrogés, ou des complexes fibreux contenant moins de plastique pour 44% d'entre eux. Les industriels sont engagés pour des solutions plus durables. Lorsqu'on leur demande les raisons en fait, qui les poussent à utiliser des matériaux d'emballage plus respectueux de l'environnement dans les emballages qu'ils produisent, ils nous disent qu'à 60% que c'est grâce aux attentes des consommateurs, en tout cas pour être en conformité avec ces attentes, à 68% pour optimiser l'impact environnemental de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et à 44% évidemment pour suivre évidemment tous les changements de législation que l'on vit actuellement. Il y a bien sûr des obstacles à mettre en place tout cela. Donc les principaux obstacles à la transition, d'après leurs réponses, sont en première position le coût du type de matériaux à 65%. Ensuite, la disponibilité du type de matériaux à 36% et le montant des investissements nécessaires pour mettre en place tout cela, donc à 30%. Le comportement des consommateurs peut aussi, bien sûr, influencer l'industrie de l'emballage. Donc, les changements principaux dans le comportement des consommateurs qui pourraient influencer l'industrie de l'emballage, selon ces professionnels, sont à 40% une demande croissante des emballages réemployables, à 38% une baisse importante d'achat de produits dans des emballages en plastique, et à 35% un abandon de produits contenus dans des emballages non recyclables. Et pour finir, dans un contexte de réglementation fort, actuellement avec la loi AGEC, la PPWR qui va se mettre en place, 44% de ces industriels estiment que les réglementations en matière d'emballage sont justes, mais pourraient être améliorées. Et 20% seulement, finalement, pensent qu'elles ne sont pas adaptées. Voilà, j'ai terminé de vous présenter ces chiffres. Je vais laisser maintenant la parole à Fabrice, qui va donner son opinion et son point de vue par rapport à tous ces chiffres. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, mon opinion, non, mais en tout cas, une analyse que j'ai titrée deux études qui remettent le juste emballage à sa juste place. Pourquoi? Parce que ça fait depuis maintenant 6 ans à peu près qu'on voit des études, et avec des scores de République bananière, des 80-90%, où en fait on nous explique toujours autour de la même question que, en gros, l'emballage doit être respectueux de l'environnement. Effectivement, si je vous pose la question ici, j'aurai 95% qui vont me dire oui. On ne va pas dire est-ce que vous voulez des emballages qui pourrissent la planète et qui polluent, etc. Et là, on revient finalement à des chiffres que, en tout cas, j'ai assez souvent connus. Je ne sais pas comment marche le truc, c'est comme ça. Je ne suis pas dans l'autre sens. C'est des chiffres sur... et ça fait aussi 22 ans que je parle du juste emballage, et de ce juste emballage qui a 4 raisons d'être chez l'industriel: faciliter les opérations industrielles, c'est-à-dire amener un produit d'une usine à un point de distribution, conserver un produit, à de la vente, vendre le produit, mais aussi à l'utilisation du produit. Et là, on revoit bien, si vous voulez, dans cette étude, et c'est un chiffre finalement on n'a jamais assez martelé ça, mais qui n'a finalement jamais bougé, parce que c'était toujours autour de 70-80% des consommateurs qui vous disent qu'un emballage, ça doit avant tout être pratique. Et quand on dit pratique pour un emballage, le premier item, c'est que ça doit être facile à ouvrir et facile à refermer si on doit le refermer. Et ça n'a pas bougé depuis 30 ans. Un emballage, ça s'ouvre,
ça se ferme. Je dis souvent, qu'est-ce qui définit l'emballage? Ce n'est pas l'emballage, c'est le bouchon. Et le bouchon l'ouverture a toujours été l'élément important. Et on revient à cette idée. Et effectivement, les mentions environnementales, en fait, alors, peu importe des chiffres, hein, vous savez, on est dans les élections, donc tous les jours, ça change. Majorité absolue, majorité relative, etc., etc. Peu importe, mais on voit bien que les mentions environnementales, faut-il les lire? Et effectivement, tout le monde va vous dire, oui, bah, c'est bien que l'emballage il soit plutôt mieux, mais avant tout, il doit être pratique. C'est d'autant plus emblématique, cette pratique, c'est que vous savez tous que depuis hier, on est obligé de mettre un bouchon attaché. Et si vous lisez donc dans les réseaux sociaux, etc., là où se passe tout en fait, hein, aujourd'hui, les campagnes, tout c'est dans les réseaux sociaux. Et j'arrive à lire que le bouchon attaché, c'est dangereux. On peut se blesser, on peut se crever les yeux avec. C'est-à-dire que ce bouchon attaché qui a été fait en fait pour arrêter de perdre le bouchon, pour arrêter d'avoir des bouchons sur les plages, pour essayer d'endiguer la pollution plastique, donc qui est plutôt plébiscité quand on parle d'un emballage respectueux de l'environnement, dans la réalité, ça fait chier les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se le prennent dans le nez, se le prennent dans les yeux, etc. Donc je trouve que ce bouchon attaché, il est complètement emblématique de ce paradoxe de l'emballage où on veut qu'il n'existe pas, qu'il soit le plus respectueux de l'environnement possible, mais surtout vachement pratique. Et ça c'est vraiment ne pas oublier ce qu'est l'emballage. La deuxième chose qui est intéressante, c'est en fait ce lien entre l'emballage, on dit souvent recyclable, etc., ou respectueux de l'environnement. En fait, on voit non, et là encore c'est de la praticité, c'est que les consommateurs voient l'emballage au moment où ils le jettent à la poubelle. Donc, il y a un truc qu'on jette systématiquement à la poubelle en rentrant à la maison, c'est les emballages, les suremballages, c'est-à-dire les emballages de regroupement, et c'est ceux-là qui sont perçus comme inutiles, parce que forcément, la première chose que vous faites en arrivant à la maison, c'est l'ouvrir et le balancer pour la grande majorité des consommateurs. Donc ça reste un lien très très net de ce suremballage avec la protection de l'environnement. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant. Encore une fois, je ne m'attache pas aux chiffres, mais plutôt les signaux que donnent les chiffres. Si vous regardez les études, il y a encore 2 ans, l'industriel, c'était le coupable. L'industriel ne faisait rien, l'industriel, les marques vraiment ne faisaient rien. Et là, on voit quand même dans cette étude, et je le vois aussi dans ce qu'on parle, une reconnaissance du travail que font les industriels depuis 4-5 ans sur l'emballage, puisqu'en plus même, quand on va au fond de l'étude que vous aurez, vous allez voir qu'en fait, c'est les plus attentifs à l'emballage qui placent même au-delà de 67% cette reconnaissance des efforts des industriels en matière d'amélioration de leurs emballages. Donc il y a un vrai virage qui est en train de s'opérer, à mon sens, entre industriels et consommateurs, c'est que les consommateurs commencent à percevoir tout ce qui est en train de se passer sur l'emballage depuis ces dernières années. Et je pense que c'est d'abord juste et plutôt une bonne nouvelle. Et c'est plus qu'un signal, parce que dans l'étude, on voit bien que c'est les plus conscients, c'est-à-dire ceux qui regardent le plus l'emballage et qui sont le plus critiques à l'emballage, qui reconnaissent le plus ces efforts faits par les industriels. Par contre, encore une fois, le consommateur pense que c'est à l'organisme suprême, à l'État, si vous voulez, de pousser encore plus vers la réglementation. Mais quand on regarde aussi, ce n'est pas forcément de pousser plus de réglementation, mais plutôt de faire en sorte que celle-ci soit respectée et d'encourager, et c'est intéressant parce que c'est d'encourager et non de réprimander. C'est-à-dire, encourageons les industriels, encourageons le monde à bien faire plutôt qu'aller mettre
un policier à chaque ou un contrôleur à chaque coin pour réprimander. Donc il y a cette volonté et qui me semble être quand même un changement de perception. L'étude qui a été faite aussi par le salon sur son échantillon est aussi intéressante puisqu'elle montre très clairement que pendant 30 ans, ça fait 30 ans qu'on allège les emballages. L'éco-conception, c'était l'allègement. Cet allègement, bon, j'ai toujours dit qu'il a conduit à ramener des emballages qui initialement étaient recyclables vers des emballages non recyclables. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive vraiment, et aujourd'hui, je dirais que c'est presque un minimum syndical parce que c'est une obligation réglementaire, c'est que la quête, c'est vraiment l'emballage, pas recyclable, mais facile à recycler. Parce que l'emballage recyclable, c'est pas forcément un emballage recyclé. Donc on est vraiment aussi une prise de conscience qu'il faut recycler l'emballage pour réintégrer de la matière recyclée. Et là aussi c'est un changement puisque avant le critère majoritaire de l'éco-conception c'était l'allègement du matériau. Donc on voit que ces années les choses sont en train de changer. Et pourquoi on fait un emballage éco-conçu? Et là, c'est aussi intéressant, c'est qu'encore, si je parle encore d'il y a quelques années, en arrière, 2-3 ans, pas plus, c'était mais qu'est-ce que nous fait le législateur? Il nous oblige à faire des trucs impossibles, etc. Et en fait, on voit aussi assez clairement qu'aujourd'hui, les industriels, certes, leur job, c'est de respecter la réglementation, mais ce n'est pas ça qui les drive le plus. Ce qui les drive, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Alors là, je dis attention, parce que répondre aux attentes des consommateurs, c'est certes faire des emballages éco-conçus, plus faciles à recycler, mais c'est aussi de faire des emballages plus pratiques. Donc, et de rester dans la praticité. Mais on voit bien que c'est plus la législation parce qu'elle est en train de se stabiliser. Puis globalement, je dis depuis longtemps dans les webinaires que nous faisons que les lignes sont clairement tracées, mais c'est pour répondre aux attentes des consommateurs et aussi pour améliorer l'impact environnemental des entreprises. Et là, encore une fois, on est dans une bascule. On sent que la révolution a fait son chemin et qu'elle est vraiment, on est vraiment en train de construire un nouveau monde de l'emballage. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle ce plastique bashing, si vous voulez, qui est moins de plastique, mais en fait on voit que le moins de plastique, c'est surtout un autre plastique. C'est-à-dire que pour l'industriel, oui, et pour les metteurs en marché, les distributeurs, oui, moins de plastique, mais ça passe, quand on regarde bien dans les chiffres, par aussi un autre plastique. Donc, du plastique recyclé, réintégration de plastique recyclé, du plastique biosourcé, du plastique issu de ressources renouvelables, et puis aussi tous ces complexes plastiques fibreux, qui permettent d'avoir moins de plastique. Donc on est vers moins de plastique et un autre plastique, mais on n'est pas du tout dans une tendance de disparition du plastique, parce qu'on peut prendre les verres à moitié plein, à moitié vide qu'on a eu tout à l'heure. On voit que les industriels vont à la moitié vers moins de plastique. C'est 50-50, parce qu'il y avait marqué 54%. Pour moi, c'est 50-50 et ça marque plutôt une consommation beaucoup plus raisonnable et raisonnée du plastique, mais pas du tout vers une disparition du plastique à laquelle je ne crois pas une minute. Les obstacles à la transition, et là aussi c'est intéressant. C'est intéressant, moi qui accompagne au quotidien les industriels, aujourd'hui on voit très clairement que l'industriel a compris que ça passerait par du CAPEX. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais changer mon emballage, je vais refaire un investissement sur mes lignes, etc. Mais avec donc voilà, le CAPEX
c'est un obstacle à la transition, mais 30%, finalement, c'est pas beaucoup. Il y a quand même 70% qui comprennent que des industriels qu'ils allaient devoir mettre du capex. Par contre, on le sent très clairement, une inquiétude. Alors, sur le coût du matériau, avant même sa disponibilité. C'est-à-dire qu'on veut bien changer, on veut bien faire ces changements, mais il faut quand même garder raison sur le coût des matériaux, et parce qu'après c'est de l'OPEX, c'est-à-dire que quand voilà, le matériau, une fois que tu as changé tes lignes, que tu as fait ton CAPEX, bah, tu vas le traîner pendant 10, 20, 30 ans. Donc il ne faut pas se tromper, et il faut que ces matériaux et ces choix t'amènent à pouvoir conserver le prix de tes produits emballés pendant un petit peu de temps. Autre élément qui est assez étonnant, effectivement, aujourd'hui, le réemploi, on en parle beaucoup, on n'en voit pas, on voit, il progresse, on voit le baromètre du réemploi montre que ça progresse, mais on voit bien que la préoccupation du monde industriel aujourd'hui, alors je dirais pas, elle est plus emballage d'enlever les emballages non recyclables, évidemment, parce qu'il y a une obligation réglementaire, mais il y a aussi une obligation réglementaire du réemploi. Et on voit que finalement, le réemploi est arrivé, en tout cas en termes de préoccupation, à peu près au même niveau que l'emballage recyclable. Dans les préoccupations, c'est-à-dire l'envie et le besoin des industriels de se poser ces questions. Aujourd'hui, ils se disent, demain, il faut que j'ai des emballages recyclables, mais il faut aussi que je puisse avoir des emballages réemployables. Et ça, je pense que l'industriel, en tout cas ceux que j'accompagne, l'ont bien compris et qu'ils jouent sur ces deux tableaux. Et ils ne les opposent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition. Il faut avoir ces deux offres, c'est-à-dire une offre de toute façon qui est obligatoire. Hein. Je rappelle que l'emballage non recyclable, ça va être totalement interdit d'ici 2030. Il n'y en aura plus. Mais d'un autre côté, en 2030, il y a des obligations de réemploi qui sont importantes. Et alors, je ne veux pas genrer les choses, mais la PPWR est un règlement, c'est un garçon, c'est le PPWR et non la PPWR. Et donc le PPWR, si vous voulez, est avant tout un règlement pour la réduction des déchets. Et la réduction, là je prends un peu ma casquette d'élu local, mais la réduction des déchets, elle passe aussi et avant tout par le réemploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le réemploi, réduire un petit peu plus le nombre d'usages uniques qui sont des déchets. Voilà un peu ce que je retiens de ces études. Donc je vois que ces études, en dehors des chiffres, montrent clairement un virage. On est à un virage de cette transition. Tant un virage sur le consommateur qui est en train de rééquilibrer finalement son rapport à l'emballage d'un emballage respectueux de l'environnement, certes, mais qui lui simplifie la vie, d'un emballage qui peut bouger et où on va avoir un équilibre qui va se faire petit à petit dans les dizaines d'années à venir entre l'emballage réemployable et l'emballage recyclable à usage unique. Une utilisation plus raisonnable et plus raisonnée du plastique, mais avec d'autres types de plastique. Et puis finalement, une acceptation, on voit bien qu'une acceptation de la réglementation, ça ne va pas aller en arrière, c'est la réglementation, c'est les 3 R, donc de la réduction, mais pas de la réduction tellement de poids, de la réduction du nombre d'emballages à usage unique, du recyclé, du recyclable et du réemploi. Et ça, je pense que tant les industries utilisatrices que les exposants du salon, et on le verra d'ailleurs sur le salon, ont aujourd'hui intégré ça et sont en train d'amener des solutions, d'être en recherche de solutions. La solution d'aujourd'hui n'est pas encore optimisée, n'est pas la solution peut-être qu'on aura dans les 5 et 10 prochaines années, mais en tout cas, le consommateur voit que ça bouge. Voilà ce que je retiens, moi, de ces études.
questions-réponses. C'est à moi de les lancer ou c'est... Voilà. Après, peut-être que les gens en ligne posent des questions. Dans la salle. Il y a des questions sur le chat, mais il y a des... Laurent. Une Oui. main levée. Oui, bonjour, Laurent Chassé, GEPIA, groupement des industriels du process et du packaging. Ma question, c'est assez simple. Quel impact sur la partie mécanisation, tu vois, Fabrice? Ah, mais il est ultra important, cet impact. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, parce que moi je prends les chiffres à l'envers souvent, je me mets de l'autre côté de la table pour voir les choses, qu'il y a moi je pense qu'il y a vraiment une conscience très très claire des metteurs en marché qui devront et qui doivent investir sur leur ligne, ne serait-ce que pour qu'une ligne puisse passer de l'usage unique et de l'usage multiple. La même ligne, et c'est ce vers quoi on essaie d'aller. En tout cas, c'est ce que je prône et ce que je fais avec les emballages mutualisés. Donc, il y a de toute façon, changer l'emballage, c'est changer donc des adaptations de lignes, des changements de lignes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un industriel qui peut se poser la question de renouvellement et d'amélioration de son parc machine sans se dire ou de changer son emballage sans se dire que ça ne va pas impacter son outil industriel. Et là, il le fait pour les 20-30 prochaines années. Donc on est vraiment dans cette période et j'accompagne de plus en plus de metteurs en marché qui l'ont compris, des gros comme des petits. Alors effectivement, je te sens un petit peu, tu sais, ça met un petit peu de temps parce qu'on ne va pas investir des millions d'euros comme ça en claquant du doigt, mais c'est tout l'intérêt de pouvoir se rendre sur des salons, de pouvoir voir les choses et de prendre des décisions. Parce qu'il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Mais aujourd'hui, une ligne, ça doit être hybride. Hein. Il va falloir hybrider les lignes. Parce que, Laurent, ne jamais comparer ce qui marche bien aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, ça marche, ça tourne comme des horloges suisses. Sauf qu'on n'a plus besoin d'horloges suisses. En tout cas, de celle-là. Il va falloir changer. Alors, c'est soit la nationalité, soit l'horloge. Enfin, voilà, on a tous notre iPhone. Donc, on n'a plus besoin de ça. Mais on a besoin d'autres choses parce qu'aussi, c'est une révolution du commerce. On a besoin d'adresser... Pourquoi je parle d'hybride? Parce que c'est de l'usage unique pour la grande distribution, c'est ou de l'usage multiple, c'est aussi de la vente à distance, c'est aussi du click and collect, c'est aussi une révolution des modes de commerce. Donc il y a tout ça qui s'agglomère et aujourd'hui on ne peut pas avoir une ligne qui sort toujours la même chose. C'est pas possible. Et puis après, ça va s'améliorer tout ça. Donc on repart d'un petit peu plus bas pour remonter. Et ça, les industriels aussi le voient. J'étais encore avec un industriel la semaine dernière qui me disait, oui, on parlait, c'était lors du webinaire, du dernier webinaire, on parlait de solutions justement hybrides, carton-papier, et il nous disait bien que c'était un point d'étape, que ce n'était pas ce que faisait cet industriel aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'il ferait peut-être dans 5 ans, et qu'il était conscient de ça. Alors, il y a une question sur le chat qui concerne l'espace Circularity. Combien de startups sont attendues sur l'espace Circularity? Actuellement, on est sur une base de 18 startups, mais c'est vrai qu'il y a toute cette présentation aussi sur les exposants présents. Et c'est vrai que même si effectivement il y a eu un grand encouragement des créations, c'est vrai la partie expression de l'innovation sur cette circularité est ouverte à tous les exposants. Alors, une dernière question toujours, c'est comment avez-vous choisi les membres du comité expert? C'est un grand travail que nous conduisons avec Fabrice. En fait, ce qui est important, c'est effectivement, je pense, d'avoir un équilibre à la fois sur les différentes professions des industriels, d'avoir des mondes industriels différents. Voilà. Et puis,
En fait, les membres du comité PAC Expert sont les metteurs en marché qui étaient un petit peu précurseurs et qui bougeaient, si vous voulez. Donc il y en a d'autres, hein, parce qu'à un moment, on ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, on a renouvelé cette année, on renouvellera sans doute aussi un petit peu. Voilà, en fait, c'est les metteurs en marché qui bougeaient et surtout dans tous les secteurs donc on a aussi bien de la grande distribution de l'alimentaire, de la cosmétique, que plutôt des gens du bio et des magasins plus spécialisés, que des gens du luxe. Voilà. Et c'est très très enrichissant parce que d'ailleurs ils s'enrichissent entre eux. Hein, chaque fois on a des grandes phase de discussion où on échange et c'est avec eux donc, que nous avons monté le programme de conférence puisque ils sont à la pointe un petit peu de ce qui est en train de bouger. C'est peut-être eux d'ailleurs qui font partie des gens qui sont reconnus par les consommateurs comme étant des marques qui bougent. C'est comme ça qu'on les a sélectionnés. Mais bon, après la sélection, il y en avait peut-être d'autres. Hein. Il paraît qu'il y a autant de sélectionneurs en foot que de spectateurs. Donc, s'il y a autant de sélectionneurs du comité PAC Expert que d'exposants ou de visiteurs, ça fait quand même du monde. Alors, moi, j'ai une dernière question encore. C'est combien de lauréats aux Innovation Awards et à quel moment sont-ils remis ? Alors, ils seront remis le 5 novembre sur site. Ah, le 6, pardon. Le 6 novembre. Je vais peut-être laisser Hélène prendre la parole parce qu'elle est plutôt pilote sur cette opération que moi. Oui, donc les All4Pack Innovation Awards vont être remis effectivement le mercredi 6 novembre, après la fermeture du salon. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'heure précise, mais ça sera à 18h30, 19h, sur le parc des expositions. Donc, les exposants intéressés, puisque les candidats au All4Pack Innovation sont forcément exposants du salon. Les exposants intéressés n'auront pas à aller à Paris ou ailleurs pour cette cérémonie. Et combien de gagnants, c'est ça. Hein. Donc il y aura autant de gagnants que de catégories. Dans ce que Chantal vous a présenté, donc, nous avons 5 catégories. Et en plus, il y aura un prix spécial du jury. Ce que je peux également préciser, c'est que les membres du comité PAC Expert dont on a parlé tout à l'heure sont le jury final de ces All4Pack Innovations. Le premier jury étant un panel de journalistes français et internationaux. Oui, est-ce que, comme il y a 2 ans, vous associez l'Oscar de l'emballage au dispositif ? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, comme Chantal, Chantal en a parlé, sur l'espace All4Pack Innovations, il y aura bien sûr l'exposition des lauréats au All4Pack Innovations, mais nous aurons aussi exposé des gagnants d'autres prix partenaires, hein, dont l'Oscar de l'emballage, Emballé 5.0, organisé par le CNE également, et d'autres prix internationaux. Donc, et j'oublie aussi les gagnants du CIAL, hein, donc liés bien sûr à l'emballage, hein, donc le CIAL étant le Salon international de l'alimentaire, qui est également organisé par Comexposium. Et donc nous aurons aussi le plaisir d'avoir ces gagnants exposés sur le salon All4Pack. Bon, écoutez, je vous remercie les uns et les autres d'avoir écouté. J'espère qu'on vous a bien informé. On reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des mails ou même nous contacter directement. Et on sera très heureux de vous accueillir dès le 4 au matin à Paris-Nord-Villepinte pour vous présenter tout cet écosystème de l'emballage et de sa révolution, puisque effectivement,
on voit toutes les interrogations qui peuvent être posées et on essaiera effectivement de répondre et de donner le plus d'éléments de réflexion. Merci à tous.